Elle m'a tendu les papiers du divorce avec un sourire. Déjà installée avec son petit ami promoteur immobilier. J'ai tout perdu. Ma femme, mon travail, ma réputation. Puis j'ai trouvé quelque chose d'enterré dans la forêt qui a changé la donne. Maintenant, je suis de retour et elle est sur le point d'apprendre à quoi ressemble une véritable erreur. Je m'appelle Daniel Harrison. J'ai 48 ans. Et jusqu'à ce matin-là, je pensais avoir bâti quelque chose de solide. 23 ans de mariage. Des fils jumeaux, Léo et Noah, tous deux en 3e année à l'université de Duke. Une maison de 4 chambres à Greenville, en Caroline du Sud, avec une hypothèque presque remboursée. Je gérais la pharmacie Sullivan S en centre-ville, le genre d'endroit où les gens connaissaient votre nom et vous demandaient des nouvelles de votre famille. Respectable, stable, sûr. C'est ce que je me disais. Quoi qu'il en soit, Jen était assise en face de moi ce matin-là, les mains jointes sur la table comme si elle s'apprêtait à diriger une réunion de travail. Elle avait toujours été belle, même à 46 ans, avec cette silhouette athlétique qu'elle entretenait par des courses quotidiennes. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval, et elle portait un pantalon de yoga et un haut ajusté qui coûtait probablement plus cher que l'ensemble de ma tenue. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le savait déjà. « Les papiers du divorce », dit-elle. Sa voix était calme, presque répétée. J'y ai longuement réfléchi, Dan. Ça ne marche plus. Je fixais l'enveloppe, mon café se refroidissant dans ma main. 23 ans réduits à des documents juridiques. Ça ne marche plus pour qui? Pour moi. Elle n'a pas détourné le regard, n'a pas sourcillé. Je vois quelqu'un d'autre. Il s'appelle Kyle Anderson. C'est un promoteur immobilier. Les mots auraient dû me frapper comme un TGV, mais au lieu de ça, il me semblait distant, comme si elle décrivait quelque chose qui arrivait à quelqu'un d'autre. Peut-être que je le savais, à un certain niveau. Peut-être avais-je été trop à l'aise pour y regarder de trop près. Depuis combien de temps? Ma voix était sortie sans aucune inflexion. 8 mois. 8 mois. Pendant que je faisais des semaines de 60 heures à la pharmacie, à gérer les compagnies d'assurance et les clients âgés qui n'avaient pas les moyens de payer leurs médicaments, Jen s'était construit une vie entièrement séparée. 8 mois de mensonges. 8 mois à rentrer à la maison et à retrouver une femme qui m'embrassait pour me souhaiter bonne nuit tout en pensant à quelqu'un d'autre. J'emménage avec lui, a-t-elle poursuivi comme si elle discutait de plans de vacances. Il a un appartement en centre-ville avec vue sur la rivière. Les papiers sont simples. Tu gardes la maison, les voitures, tout. Je veux juste partir. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la rage, peut-être un chagrin d'amour. Mais assis là, dans la cuisine où nous avions partagé des milliers de repas, où nous avions célébré les diplômes des garçons et planifié des vacances en famille, je me sentais juste engourdi. « Est-ce que Kyle sait que tu es marié ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Il a été patient. Nous sommes prêts à commencer notre vie ensemble. Patient, comme s'il méritait une médaille pour avoir attendu qu'elle trouve le moyen de me quitter. J'ai ouvert l'enveloppe, les papiers étaient nets et officiels. Requête en dissolution de mariage. Mes mains ne tremblaient pas en les feuilletant. Peut-être que cela aurait dû m'inquiéter. Ce manque de réaction, mais surtout, je me sentais fatigué. Je les signerai, ai-je finalement dit, mais j'ai besoin de quelques jours. Jen s'est levée, le soulagement se lisant sur son visage. Merci d'être raisonnable. Raisonnable, comme s'il y avait quoi que ce soit de raisonnable dans le fait que votre femme annonce calmement qu'elle vous trompe depuis 8 mois avec un promoteur pendant que vous vous épuisez au travail pour assurer le confort de votre famille. Elle a quitté la cuisine et je suis resté là, seul, à regarder les papiers qui allaient mettre fin à mon mariage. Dehors, le soleil du matin était éclatant et joyeux, complètement indifférent au fait que ma vie entière venait d'imploser. Je ne le savais pas encore, mais cette enveloppe n'était que le début. Le plus difficile, quand on perd son mariage, ce n'est pas le moment où il se termine. C'est de se souvenir comment il a commencé. J'ai rencontré Jennifer Walsh dans un cours de chimie au Community College quand j'avais 23 ans. Elle en avait 21, étudiait l'administration des affaires, et elle avait cette façon de rire qui donnait à tout le monde autour l'impression d'être dans la confidence. J'étais le sérieux, travaillant déjà à temps partiel dans une pharmacie tout en terminant mes études. Elle m'appelait son « fil de terre ». Elle disait que je l'empêchais de s'envoler.
Nous nous sommes mariés 6 mois après mon diplôme, lors d'une petite cérémonie à l'église de ses parents. Rien d'extravagant, mais cela semblait réel, permanent. 1 an plus tard, les jumeaux sont arrivés et nous nous sommes soudain retrouvés à vivre dans un 2 pièces avec 2 nourrissons qui pleuraient et environ 3 heures de sommeil à nous deux. Ces premières années ont été dures. Je faisais des doubles gardes pour nous maintenir à flot pendant que Jen restait à la maison avec Léo et Noah. L'argent était toujours un problème, mais nous construisions quelque chose, du moins c'est ce que je pensais. Chaque promotion que je refusais parce qu'elle impliquait un déménagement me semblait être un sacrifice pour la famille. Chaque week-end que je passais à aider à la petite ligue de baseball au lieu de jouer au golf avec des collègues me semblait être un investissement dans ce que nous créions ensemble. Jen avait l'habitude d'amener les garçons à la pharmacie après l'école. Léo organisait le présentoir à bonbons pendant que Noah me bombardait de questions sur les médicaments. Ils s'asseyaient au comptoir de consultation pour faire leurs devoirs pendant que je préparais les ordonnances. Et Jen m'apportait un café et m'embrassait sur la joue avant de partir faire des courses. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Quand a-t-elle cessé de me regarder comme si j'avais de l'importance? Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant des heures après son départ. Les papiers du divorce, toujours intacts. La maison était silencieuse d'une manière qu'elle n'avait jamais été. Même avec les garçons à l'université, il y avait toujours un bruit de fond. Jen au téléphone avec des amis, de la musique, le bourdonnement de l'activité. Maintenant, il n'y avait que le silence et le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir. Mon téléphone a sonné. C'était Jerry Caldwell, mon directeur adjoint à la pharmacie. « Salut, patron », dit Jerry, son ton joyeux habituel étant étrangement grinçant. Je vérifiais juste l'horaire de demain. « On a l'audit qui arrive, c'est ça ?»« Oui, c'est ça », ai-je réussi à dire. « Je serai là tôt. »« Ça va ? Tu as l'air bizarre. » J'ai failli tout lui dire, failli lui dire que ma femme me trompait depuis 8 mois et venait de me demander le divorce. Mais à quoi bon? Jerry travaillait pour moi depuis 12 ans, c'était un bon ami, mais ce n'était pas quelque chose que je pouvais déballer comme ça à 21 h un samedi soir. Juste fatigué, ai-je dit à la place. On se voit lundi. Après avoir raccroché, j'ai finalement pris les papiers du divorce et les ai lus attentivement. L'avocat de Jen avait été minutieux. Elle ne demandait pas de pension alimentaire, n'essayait pas de diviser les comptes de retraite ou de se battre pour les biens. Elle voulait juste partir, proprement et simplement. Presque trop simplement, comme si elle planifiait cela depuis plus de 8 mois. L'expression « différends irréconciliables » apparaissait plusieurs fois. C'est à cela que se résumaient 23 ans. Pas l'infidélité, pas la trahison, juste des différends qui, apparemment, ne pouvaient être réconciliés. J'ai pensé à appeler les garçons, mais que leur aurais-je dit? Que leur mère avait échangé la stabilité contre l'appartement en ville d'un promoteur. Que pendant qu'ils se concentraient sur leurs examens de mi-session et la vie sur le campus, notre famille se dissolvait. Non, cette conversation pouvait attendre que je trouve un moyen de l'expliquer sans avoir l'air d'un échec complet. À la place, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai cherché Kyle Anderson, promoteur immobilier. Le site web de son entreprise présentait des photos glacées d'appartements de luxe et de propriétés commerciales. Il était là, dans la section « À propos », 43 ans, silhouette athlétique, sourire parfait, l'air de sortir tout droit d'une publicité pour une eau de Cologne. C'était l'homme que ma femme avait choisi à ma place. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis dans l'obscurité, me demandant où tout avait si mal tourné. Le dimanche matin est arrivé trop vite. J'avais à peine dormi, les papiers du divorce toujours posés sur la table de la cuisine comme une bombe à retardement. Mais je ne pouvais plus repousser l'inévitable. Les garçons méritaient de l'apprendre de ma bouche. Pas par un texto de leur mère ou par des ragots filtrant à travers les amis de la famille. J'ai d'abord appelé Léo. Il a répondu à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. « Papa, il est à peine 9 h. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. « J'ai besoin de te parler, à toi et à ton frère, de quelque chose d'important. Est-ce que Noah est avec toi? » Il est dans sa chambre. « Papa, tu me fais peur. Quelqu'un est malade. » Personne n'est malade. Peux-tu aller chercher Noah? Mets-moi sur haut-parleur. Il y a eu des bruits de pas,
puis la voix de Noah s'est jointe à la conversation. « Papa, de quoi s'agit-il » Il n'y avait pas de manière facile de le dire. Pas de moyen d'adoucir le choc. « Votre mère et moi allons divorcer. Elle voit quelqu'un d'autre depuis 8 mois. Elle déménage. » Silence. Puis Léo a parlé, la voix tendue. « Qu'est-ce que tu veux dire par voir quelqu'un d'autre » Elle a une liaison avec un homme nommé Kyle Anderson. Elle me l'a dit hier matin. Les papiers sont déjà rédigés. C'est insensé, a dit Noah, et je pouvais entendre la colère monter. 8 mois. Elle nous a menti à tous pendant 8 mois. Je suis désolé que vous ayez à entendre ça, les garçons. Je sais que ce n'est pas. Est-ce que ça va, papa, a interrompu Léo, et quelque chose dans sa voix a percé l'engourdissement que je ressentais depuis la veille. Ça ira, ai-je dit, sans être sûr de le croire. Pour l'instant, j'ai besoin que vous vous concentriez sur vos études. Cela ne change rien à l'amour que nous vous portons tous les deux. Nous aimer ? La voix de Noah était tranchante. Elle fait exploser notre famille pour un type au hasard. En quoi est-ce de l'amour ? Je n'avais pas de réponse à ça. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Les garçons posaient des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre entièrement. Pourquoi ? Depuis combien de temps je le savais ? Y avait-il une chance de réconciliation ? Chaque question était comme une nouvelle blessure, me rappelant à quel point Jen avait complètement démantelé ce que nous avions construit. Quand nous avons finalement raccroché, je suis resté assis là, vidé. Mes fils souffraient, et je ne pouvais rien faire pour y remédier. Le reste du dimanche s'est écoulé dans un brouillard. J'ai signé les papiers du divorce avec un stylo qui me semblait trop léger pour une décision si lourde. Jen est passée dans l'après-midi pour récupérer d'autres affaires, et nous nous sommes déplacés l'un autour de l'autre comme des étrangers, en faisant attention de ne pas nous regarder dans les yeux ou de nous toucher accidentellement. Lundi matin, je me suis traîné jusqu'à la pharmacie Sullivanès. Jerry m'a regardé et a froncé les sourcils. « Patron, tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai entraîné dans mon bureau et je lui ai tout raconté. Le visage de Jerry est passé par une série d'expressions, choc, colère, sympathie, avant de se fixer sur une détermination sombre. « C'est dur, Dan. Vraiment dur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. J'ai besoin de travailler, ai-je dit. J'ai besoin de garder l'esprit occupé. Mais les nouvelles voyagent vite dans les petites villes. Le mardi après-midi, Madame Henderson, une de nos clientes régulières, m'a lancé un regard apitoyé en me tendant son médicament pour la tension. Le mercredi, j'ai remarqué que les gens chuchotaient quand je passais dans les allées. Puis le jeudi matin, mon patron, Martin Sullivan, m'a convoqué dans son bureau. Il avait 72 ans, possédait la pharmacie depuis 40 ans et la dirigeait avec des valeurs de la vieille école. « Dan, nous devons parler de votre situation, dit-il, sans me regarder dans les yeux. »« Ma situation ? Votre divorce. C'est devenu de notoriété publique. Plusieurs clients ont exprimé des inquiétudes quant aux valeurs familiales que nous représentons ici. Je les regardais, n'arrivant pas à croire ce que j'entendais. Martin, c'est moi qui ai été trompé. Je suis la victime ici. Il s'est agité, mal à l'aise. Je comprends cela. Mais la perception est importante dans ce métier. Nous nous adressons à des familles, à des groupes religieux. Avoir un directeur qui traverse un divorce ou cela rejaillit négativement sur l'établissement. Vous me renvoyez ? Je vous suggère de prendre un peu de temps. Un congé sans solde. Laissez les choses se calmer. Ensuite, nous pourrons réévaluer. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. 22 ans que j'avais donné à cette pharmacie. 22 ans de longues heures, de remplacement quand d'autres se déclaraient malades, de construction de relations avec les clients. Et maintenant, on me mettait à la porte parce que ma femme avait eu une liaison. Je vais vous épargner cette peine, ai-je dit en me levant. Je démissionne. Martin a semblé soulagé. Dan, ne sois pas impulsif. Je ne suis pas impulsif. Je suis clair. Si ma loyauté et mon éthique de travail comptent si peu que vous me renvoyez pour quelque chose que je n'ai pas fait, alors je ne veux plus travailler ici. J'ai vidé mon bureau en 10 minutes. Jerry me regardait avec sympathie pendant que je mettais mes affaires dans une boîte en carton. Sortir de cette pharmacie,
c'était comme perdre une autre partie de mon identité. Mais je refusais de les laisser me voir craquer. Dans le parking, je me suis assis dans ma voiture et j'ai réalisé toute l'étendue de ce que Jen m'avait pris. Mon mariage, ma réputation, et maintenant mon travail. Mais je n'en avais pas encore fini. Loin de là. Samedi matin, je me suis réveillé sans travail, sans femme et sans idée claire de la suite. La maison me semblait oppressante. Chaque pièce était remplie de souvenirs que je ne voulais pas affronter. J'avais besoin de sortir, de me vider la tête, de faire quelque chose qui n'impliquait pas de rester assis à m'apitoyer sur mon sort. J'avais toujours aimé le géocaching, un hobby que j'avais adopté des années auparavant, quand les garçons étaient plus jeunes. Il y avait quelque chose de satisfaisant à suivre des coordonnées, à résoudre des énigmes, à trouver des conteneurs cachés que la plupart des gens ignoraient en passant. C'était méthodique et distrayant, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai attrapé mon GPS et mon détecteur de métaux, je les ai jetés dans mon camion et je me suis dirigé vers la forêt nationale de Pisgah, à environ 1 heure de Greenville. Il y avait une cache particulièrement difficile que je voulais trouver depuis longtemps, une qui était là depuis le début des années 2000. Selon les journaux de bord en ligne, le sentier était escarpé et rocheux, serpentant à travers une forêt dense. Mais dans les montagnes signifiait que tout était vert et vivant. Les oiseaux chantaient au-dessus de ma tête, l'odeur de pin et de terre humide remplissait mes poumons. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. Les coordonnées m'ont conduit à un groupe de vieux chênes près d'un petit ruisseau. J'ai passé 20 minutes à chercher dans les endroits évidents, troncs creux, tas de pierres, racines d'arbres, avant que le détecteur de métaux ne se mette à biper avec insistance près de ce qui ressemblait à un mur de pierres effondrées, probablement d'une ancienne ferme. J'ai balayé les feuilles et la terre, m'attendant à trouver une boîte de géocache. Au lieu de cela, mes doigts ont heurté quelque chose de dur et de métallique. Curieux, j'ai creusé plus profondément, enlevant des décennies de terre et de débris. C'était une boîte en métal, d'environ 25 cm², lourde et rouillée, mais intacte. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ce n'était pas une géocache. C'était tout autre chose. Je l'ai ramenée à mon camion, l'esprit en ébullition. La boîte avait un simple loquet, corrodé mais toujours fonctionnel. À l'intérieur de mon camion, je l'ai ouverte avec précaution. L'intérieur était doublé de tissu huilé, et niché à l'intérieur se trouvaient 12 pièces de monnaie. Des larges 100, chacune conservée dans un état remarquable. Je ne connaissais pas grand-chose aux pièces, mais même moi, je pouvais dire qu'elles étaient anciennes et potentiellement précieuses. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire des recherches sur les larges 100, frappés entre 1793 et 1857. Certaines des pièces américaines les plus rares, surtout en bon état. Celle qui a attiré mon attention était datée de 1793 avec un motif de chêne au revers. D'après ce que je lisais, cette pièce particulière, un chêne 100, de la première année de la monnaie américaine, pouvait valoir des centaines de milliers de dollars dans un état impeccable. Et celle-ci semblait impeccable. Ma main tremblait en photographiant chaque pièce, en documentant tout. 12 larges 100. Chacune valant potentiellement une fortune. La plus ancienne datée de 1793, la plus récente de 1857. Ensemble, elles pourraient représenter une somme d'argent qui changerait ma vie. Je suis resté assis dans mon camion, à regarder les pièces étalées sur mon siège passager. Et pour la première fois depuis que Jen m'avait tendu ses papiers de divorce, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. J'ai ressenti de l'espoir. De retour à la maison, j'ai enfermé les pièces dans mon coffre-fort et j'ai passé le reste de la soirée à faire des recherches. Plus j'en apprenais, plus j'étais excité. Elles n'étaient pas seulement précieuses. C'étaient des spécimens de qualité muséale. Le genre de découverte dont rêvent les collectionneurs. À minuit, j'avais pris une décision. Je devais les faire authentifier et évaluer par des professionnels. Et je savais exactement par où commencer. Il y avait une maison de vente aux enchères d'élite à New York, Adams & Burns, spécialisée dans les pièces rares. J'ai rédigé un email, joint des photos haute résolution de 4 des pièces, et expliqué comment je les avais trouvées. Je n'ai pas mentionné le divorce, ni la perte de mon travail. Il s'agissait des pièces, rien d'autre. J'ai cliqué sur « Envoyer » et je me suis adossé à ma chaise. Quoi qu'il arrive ensuite, au moins j'avais ça. Une découverte qui était entièrement la mienne, que Jen ne pouvait ni toucher, ni revendiquer, ni s'attribuer.
Pour la première fois depuis une semaine, j'ai souri. La réponse d'Adams et Burns est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. Lundi matin, 3 jours après avoir envoyé l'email, mon téléphone a sonné avec un indicatif de New York. Monsieur Harrison, ici Léo Adams de la maison de vente Adams et Burns. J'ai bien reçu votre email concernant les larges 100. Mon cœur s'est emballé. Oui, monsieur. Merci de votre appel. Je dois dire, monsieur Harrison, que si vos photographies sont exactes, ce que vous avez trouvé est tout à fait extraordinaire. Le Chen 100 de 1793 est à lui seul de qualité muséale. Nous aimerions beaucoup examiner ces pièces en personne. Nous avons parlé pendant 20 minutes des procédures d'authentification, de la documentation de provenance et des délais potentiels pour la vente aux enchères. Léo a suggéré que j'apporte les 4 meilleurs spécimens à New York pour une évaluation préliminaire. Il a également mentionné autre chose. Monsieur Harrison, compte tenu de la valeur dont nous parlons, vous pourriez envisager de créer un compte offshore pour les bénéfices. Nous travaillons avec plusieurs entreprises réputées spécialisées dans la protection d'actifs pour les ventes de grande valeur. Compte offshore. Protection d'actifs. C'étaient des termes que je n'aurais jamais pensé voir s'appliquer à ma vie. Mais me voilà, un directeur de pharmacie récemment au chômage, discutant de services bancaires internationaux comme si c'était normal. J'apprécierais tous les conseils que vous pourriez m'offrir, ai-je dit. Excellent. Quand pouvez-vous venir à New York? 2 jours plus tard, j'étais dans un avion pour JFK. Les 4 meilleures pièces étaient sécurisées dans une mallette verrouillée dans mon bagage à main. Je ne m'étais jamais senti aussi dépaysé. Un gars d'une petite ville se rendant à Manhattan pour potentiellement vendre des pièces valant une fortune. Adams et Burns occupaient 3 étages d'un immeuble de Midtown. Le hall d'entrée était tout en marbre et en laiton, le genre d'endroit où même la réceptionniste semblait sortir d'un magazine de mode. J'ai donné mon nom et en quelques minutes, Léo Adams est apparu. Milieu de la cinquantaine, impeccablement vêtu, avec le genre de confiance qui vient de la gestion régulière de transactions de plusieurs millions de dollars. Monsieur Harrison, bienvenue. Il m'a serré la main fermement. Veuillez me suivre. Son bureau donnait sur la 5e avenue. Il a examiné chaque pièce avec une loupe de bijoutier, prenant occasionnellement des notes, son expression devenant de plus en plus animée à chaque pièce. Remarquable, murmura-t-il. La conservation est exceptionnelle, monsieur Harrison. Ce sont de véritables spécimens de qualité muséale. Le Chen 100 à lui seul pourrait atteindre plus de 400 000 $ aux enchères, peut-être plus compte tenu de son état. Le chiffre m'a donné le vertige. 400 000 $ pour une seule pièce, et j'en avais 11 autres. Si vous êtes prêt à consigner les 12 pièces, a poursuivi Léo, nous envisageons une valeur totale de l'ordre de 3 à 5 millions de dollars, en fonction de l'activité des enchères. 3 à 5 millions. Je n'arrivais pas à y croire. La veille, je m'inquiétais de savoir comment payer mon hypothèque. Maintenant, je parlais de millions. Cependant, a dit Léo en sortant un dossier, je veux vous proposer quelque chose de spécifique. Vous avez mentionné les avoir trouvés dans la forêt nationale de Pisgah, sur un terrain géré par un fonds de conservation. J'ai hoché la tête. Et si, dans le cadre de cette transaction, Adams et Burns achetaient une parcelle de terrain spécifique adjacente à l'endroit de votre découverte et en faisaient don au fond? Cela renforcerait l'histoire de la provenance. Démontrerait une bonne gestion et nous fournirait des avantages fiscaux importants. De quelle superficie de terrain parlons-nous? Il y a une parcelle de 16 hectares actuellement en vente pour 240 000 $. Nous nous occuperions de l'achat et du don, en le déduisant de vos bénéfices, et tout le monde y gagnerait. Cela semblait presque trop parfait. J'avais trouvé un trésor sur un terrain public, et maintenant je pouvais aider à en préserver davantage. J'aimerais beaucoup. Excellent. Léo s'est levé et m'a tendu la main. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre que j'aimerais vous présenter. Mon associé a une certaine expertise en gestion d'actifs internationaux qui pourrait vous être précieuse. Il m'a conduit dans un autre bureau au bout du couloir. La femme qui s'est levée pour me saluer était saisissante. Fin de la trentaine, cheveux noirs, tailleur élégant et des yeux qui suggéraient qu'elle ne manquait pas grand-chose. Monsieur Harrison, voici Victoria Lynch, mon associé. Léo a fait les présentations en douceur. Appelez-moi Vicky, dit-elle, sa poignée de main ferme. Léo me dit que vous avez fait une sacrée découverte.
Nous avons parlé pendant 1 heure de comptes offshore, d'implications fiscales et de protection d'actifs. Vicky était éloquente et directe, expliquant des concepts financiers complexes d'une manière que je pouvais comprendre. Elle a suggéré les îles Caïmans pour un compte offshore et a offert de faciliter personnellement la mise en place. En fait, je m'y rends demain pour des réunions avec plusieurs clients, a-t-elle dit. Si cela vous intéresse, vous pourriez vous joindre à moi. Nous nous occuperions de toute la paperasse, mettrions votre compte en place correctement, et vous seriez de retour à la maison avant le week-end. Cela semblait surréaliste. La veille, j'étais au chômage et divorcé. Maintenant, on m'invitait aux îles Caïmans pour créer un compte offshore de plusieurs millions de dollars. Je le fais, ai-je dit. Vicky a souri. Excellent. Je vais demander à mon assistante de vous réserver une place sur le même vol. Première classe, naturellement. En sortant d'Adams et Burns cet après-midi-là, j'avais l'impression d'être entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'était la mienne. Entièrement. Et pour la première fois depuis que Jen m'avait tendu ses papiers de divorce, j'avais l'impression d'être celui qui contrôlait la situation. Les îles Caïmans ressemblaient à une carte postale. Eau turquoise, plage de sable blanc, palmiers se balançant dans la brise chaude. Je n'avais jamais voyagé en première classe auparavant. Jamais séjourné dans un complexe hôtelier en bord de mer avec service en chambre et vue sur l'océan. Vicky s'occupait de tout avec une efficacité sans effort, des arrangements de vol aux réservations d'hôtels. Notre première réunion a eu lieu au Cayman International Trust, un bâtiment discret de Georgetown qui ne faisait pas de publicité. À l'intérieur, nous avons rencontré un banquier britannique nommé Charles qui parlait d'un ton mesuré de confidentialité, de diversification et de préservation du patrimoine. Monsieur Harrison, ce que nous établissons ici est un véhicule sécurisé pour vos actifs, a expliqué Charles. Le produit de la vente de vos pièces sera déposé directement sur ce compte, à l'abri de tout examen inutile, tout en restant parfaitement légal et en règle. J'ai signé des documents que je comprenais à peine, faisant confiance à l'expertise de Vicky qui me guidait à travers chaque page. À la fin de la journée, j'avais un compte offshore, un conseiller financier et un étrange sentiment d'irréalité face à toute la situation. Ce soir-là, Vicky m'a invité à dîner dans un restaurant avec vue sur le port. Le coucher de soleil peignait le ciel de nuances d'orange et de rose, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti me détendre. Vous gérez ça remarquablement bien, a dit Vicky en sirotant son vin. La plupart des gens dans votre situation seraient dépassés. Qui vous dit que je ne suis pas dépassé, ai-je demandé en esquissant un sourire. Elle a ri. Juste. Mais vous ne le montrez pas. C'est un atout précieux en affaires. Pendant le dîner, nous avons parlé de bien plus que de finances. Je lui ai parlé du divorce, de la perte de mon travail, du sentiment que ma vie entière avait été démantelée en quelques semaines. Elle a écouté sans juger, posant occasionnellement des questions qui m'ont fait réfléchir plus profondément à ce que je voulais ensuite. Vous savez ce que je trouve intéressant chez vous, Dan, a-t-elle dit alors que nous terminions notre repas. La plupart des gens se définissent par leurs circonstances. Mais vous ne faites pas ça. Vous avancez, vous prenez des décisions, vous prenez le contrôle. C'est rare. Je n'ai pas l'impression d'être en contrôle, ai-je admis. J'ai l'impression d'improviser au fur et à mesure. C'est à ça que ressemble le contrôle, a-t-elle dit. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit d'être prêt à les trouver. Le lendemain, nous avons eu d'autres réunions, plus de paperasse, plus de planification financière. Mais entre deux rendez-vous d'affaires, Vicky m'a fait visiter l'île. Des plages cachées, des restaurants locaux, des endroits que les touristes ne trouvaient jamais. Nous avons parlé de tout et de rien. Et j'ai réalisé que j'appréciais sa compagnie d'une manière qui n'avait rien à voir avec les affaires. Lors de notre dernière soirée, nous nous sommes assis sur la plage devant l'hôtel, à regarder les vagues déferler. L'air était chaud et salé, et je me sentais plus en paix que je ne l'avais été depuis des mois. Que ferez-vous en rentrant, a demandé Vicky. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Vendre la maison. Probablement réfléchir à la suite. Vous pourriez rester à New York un moment, a-t-elle suggéré nonchalamment. J'ai une chambre d'amis dans mon appartement. Vous auriez le temps de mettre les choses au clair sans la pression d'être à Greenville à gérer tous les ragots de petite ville. Je l'ai regardé, surpris. C'est généreux. C'est pratique, a-t-elle dit avec un léger sourire.
vous devrez de toute façon être à New York pour les préparatifs de la vente aux enchères. Et je pense que vous trouveriez qu'une grande ville vous donne une perspective que vous ne pouvez pas avoir dans une petite ville. Elle avait raison. Retourner à Greenville signifiait affronter Jen, affronter les ragots, affronter les ruines de mon ancienne vie. New York signifiait la possibilité, une page blanche, une chance de devenir quelqu'un d'autre que le type dont la femme l'avait trompé. J'y réfléchirai, ai-je dit. Mais je connaissais déjà ma réponse. J'ai accepté l'offre de Vicky de rester à New York. De retour à Greenville, j'ai mis la maison en vente, j'ai emballé ce dont j'avais besoin et j'ai organisé le stockage de tout le reste. L'agent immobilier, heureusement quelqu'un qui ne connaissait pas Jen, a dit que le marché était fort et a prédit une vente rapide. Déménager à Manhattan, c'était comme entrer dans un autre univers. L'appartement de Vicky se trouvait dans l'Upper West Side, un spacieux 3 pièces avec des baies vitrées donnant sur Central Park. La chambre d'amis qu'elle m'offrait était plus grande que ma chambre à la maison. « Mettez-vous à l'aise », a-t-elle dit en m'aidant à porter mes bagages. Considérez ceci comme votre port d'attache pendant que vous mettez les choses au clair. Les préparatifs de la vente aux enchères m'ont tenu occupé. J'ai passé des jours chez Adams et Burns, travaillant avec leurs spécialistes sur la documentation, la recherche de provenance et les descriptions du catalogue. Les pièces ont été authentifiées par 3 experts indépendants, qui ont tous confirmé ce que Léo avait dit. C'étaient des spécimens de qualité muséale valant des millions. Mais c'est lors d'un appel de vérification de routine que tout a commencé à se compliquer. J'étais dans le bureau de Léo quand son assistante a apporté un rapport de leur équipe juridique. L'expression de Léo s'est assombrie en le lisant. « Nous avons un problème », a-t-il dit en levant les yeux vers moi. « Les pièces que vous avez trouvées. Elles correspondent aux descriptions d'un vol de musée non résolu en 1987. Le musée de Charleston a signalé le vol de 12 larges 100 de sa collection il y a 38 ans. Mon estomac s'est noué. C'est impossible. Je les ai trouvés enterrés dans la forêt. Je vous crois, a dit Léo rapidement. Mais nous devons nous préparer à ce que cela devienne compliqué. Le musée va probablement déposer une plainte. Nous devrons prouver que votre découverte était légitime et sans rapport avec le vol initial. En quelques jours, des agents du FBI m'interrogeaient. J'ai tout expliqué, le hobby du géocaching, le signal du détecteur de métaux, l'emplacement exact de la découverte. Ils étaient professionnels mais minutieux, me traitant clairement comme une personne d'intérêt plutôt que comme un suspect. Monsieur Harrison, nous ne vous accusons pas de vol, a déclaré l'agent Fletcher lors de notre 3e entretien. Mais nous devons établir une chaîne de possession claire et déterminer comment des biens volés d'un musée se sont retrouvés là où vous les avez trouvés. Le stress était écrasant. Ce qui avait semblé être une découverte miraculeuse était maintenant un cauchemar juridique. Les pièces ont été saisies comme preuve pendant que l'enquête se poursuivait. Mon compte offshore était vide et je me retrouvais soudainement au chômage, sans revenus et avec des frais de justice qui s'accumulaient. Vicky m'a soutenu tout au long du processus, me mettant en contact avec un avocat pénaliste et m'aidant à naviguer dans les complexités. Mais la situation a pris une autre tournure lorsque le FBI a retrouvé les véritables voleurs. Ils avaient maintenant la 60aine dizaine. Un ancien gardien de sécurité du musée nommé Harold Brigg est son complice. Harold avait un cancer du pancréas et a décidé d'avouer avant de mourir. Il a admis avoir volé les pièces, mais a affirmé les avoir enterrées dans la forêt nationale de Pisgah des décennies auparavant, avec l'intention de les récupérer une fois l'enquête calmée. Il n'y était jamais retourné. Je ne savais pas exactement où, a déclaré Harold aux enquêteurs. Juste quelque part près de ces vieilles ruines en pierre. Puis je suis tombé malade. J'ai pensé qu'elle resterait enterrée pour toujours. La confession m'a disculpé de tout acte répréhensible, mais elle a créé de nouvelles complications. Le musée de Charleston voulait que les pièces lui soient restituées. Mes avocats ont fait valoir qu'en tant que découvreur sur un terrain public, j'y avais des droits. La bataille juridique a duré des semaines. Pendant ce temps, la vie à New York continuait. J'ai commencé à explorer la ville, faisant de longues promenades dans des quartiers où je n'avais jamais imaginé vivre. Vicky et moi sommes tombés dans une routine facile, café le matin, dîner ensemble lorsque nos emplois du temps le permettaient, longues conversations sur tout, de l'art à la politique. Un soir, environ 6 semaines après mon emménagement, nous buvions du vin sur son balcon surplombant le parc. Les lumières de la ville s'étendaient à l'infini, et je me sentais à la fois dépassé et étrangement en paix. « Comment tenez-vous le coup ?» a demandé Vicky.
Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je pensais qui résoudrait mes problèmes est devenu encore plus de problèmes. Elle a souri avec sympathie. Bienvenue dans la vie. C'est désordonné et compliqué, et rien ne se passe jamais comme prévu. Ce n'est pas très encourageant. Ce n'est pas censé être encourageant. C'est censé être réaliste. Elle s'est tournée pour me faire face directement. Mais voici ce que j'ai remarqué chez vous, Dan. Vous continuez d'avancer. Le divorce ne vous a pas arrêté. Perdre votre travail ne vous a pas arrêté. Même ce pétrin juridique ne vous arrête pas. Cette résilience est rare. Je voulais la croire, mais je me sentais surtout fatigué. Les pièces qui étaient censées tout changer étaient enfermées dans une salle descellée. Mon mariage était officiellement dissous. Les derniers papiers étaient arrivés la semaine dernière, et je vivais dans l'appartement de quelqu'un d'autre, essayant de comprendre qui j'étais censé être maintenant. Mais j'étais toujours debout. Cela devait bien compter pour quelque chose. La résolution juridique est arrivée début juillet, près de 2 mois après que le FBI ait saisi les pièces. Après de longues négociations entre mes avocats, le musée de Charleston et les procureurs fédéraux, un accord a été trouvé. Le musée récupérerait 8 des 12 pièces, en me versant une indemnité de découverte à la juste valeur marchande, soit environ 1,2 million de dollars. Les 4 pièces restantes, que le musée a admis ne pas pouvoir prouver de manière définitive comme faisant partie du vol initial, seraient à moi pour les vendre par l'intermédiaire d'Adams et Burns. Ce n'était pas la manne que j'avais initialement imaginée, mais c'était toujours une somme qui changeait la vie. Plus important encore, le nuage juridique était levé. Je n'étais ni un criminel ni un suspect. J'étais juste un gars qui avait trouvé quelque chose de précieux et s'était retrouvé mêlé au crime de quelqu'un d'autre datant de plusieurs décennies. La vente aux enchères de mes 4 pièces était prévue pour fin août. Léo estimait qu'elle rapporterait un autre million, peut-être plus, en fonction de l'activité des enchères. Entre le règlement du musée et le produit de la vente, j'aurais assez pour construire la vie que je voulais ensuite. Mais d'abord, je devais régler les choses à Greenville. Ma maison s'était vendue rapidement, et je devais y retourner pour finaliser la clôture et vider mes dernières affaires. J'avais évité cela, mais ça ne pouvait plus être reporté. Vicky a proposé de venir avec moi pour un soutien moral, mais j'ai refusé. C'était quelque chose que je devais affronter seul. Greenville me semblait à la fois familière et étrangère. En arrivant, la pharmacie où j'avais travaillé avait la même apparence. Le café où Jen et moi nous retrouvions était toujours là. Mais je me sentais déconnecté de tout cela, comme si je visitais la vie de quelqu'un d'autre. La clôture s'est bien passée. Les nouveaux propriétaires semblaient sympathiques, un jeune couple avec un bébé, plein d'espoir pour leur avenir dans cette maison. Je me suis demandé s'ils y seraient plus heureux que Jen et moi ne l'avions été. Ensuite, je suis passé devant la pharmacie Sullivanès. À travers la vitre, j'ai pu voir Jerry derrière le comptoir, aidant un client. Sur une impulsion, je me suis garé et je suis entré. Jerry a levé les yeux et a affiché un large sourire. « Dan. J'ai entendu dire que tu étais de retour en ville. » Nous avons pris un café à côté, et Jerry m'a mis au courant de tout ce que j'avais manqué. Martin Sullivan avait pris sa retraite, vendant la pharmacie à une chaîne régionale. Jerry était maintenant directeur adjoint sous une nouvelle direction, devant gérer des politiques d'entreprise qu'il détestait. « J'aurais dû partir avec toi, » a dit Jerry. « Cet endroit n'est plus le même. » « Et les ragots, comment traitent-ils mon départ ?» Jerry a grimacé. « Honnêtement, ça a été mauvais pendant un certain temps. Jen s'est assurée que tout le monde connaisse sa version, que tu étais négligent, qu'elle se sentait abandonnée, que Kyle était celui qui lui avait enfin montré de l'attention. Mais ensuite, le projet immobilier de Kyle a commencé à s'effondrer, et les gens ont commencé à remettre en question son jugement. S'effondrer, comment ? Il s'avère que la plupart de ses projets étaient surendettés. Il fait face à de multiples poursuites d'investisseurs. On dit qu'il pourrait déposer le bilan. Jerry s'est penché en avant. Et entre toi et moi, Jen n'a plus l'air si heureuse. Je l'ai vue à l'épicerie la semaine dernière. Elle avait l'air stressée et fatiguée. J'aurais dû ressentir de la satisfaction en entendant cela, mais je ne ressentais surtout rien. Les choix de Jen et leurs conséquences n'étaient plus mon problème. Ce soir-là, j'avais une dernière affaire à régler. Jen m'avait envoyé un texto pour me demander de la voir, disant qu'elle voulait parler.
Contre mon gré, j'ai accepté de la retrouver dans un café du centre-ville. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise à une table dans un coin. Elle avait l'air différente, plus mince, plus dure en quelque sorte. La femme confiante qui m'avait tendu les papiers du divorce 3 mois plus tôt avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait incertain. « Dan, merci de me voir », a-t-elle dit alors que je m'asseyais. « Que veux-tu, Jen ?» Elle a tourné sa tasse de café entre ses mains. « J'ai entendu des choses sur toi, que tu as trouvé des pièces de valeur, que tu as déménagé à New York. C'est vrai ? Une partie, oui. Les affaires de Kyle s'effondrent. Tout ce qu'il m'avait promis sur son succès, sur notre avenir ensemble. Tout était bâti sur des prêts qu'il ne peut pas rembourser. Sa voix a vacillé. J'ai fait une erreur, Dan. Une énorme erreur. Je pensais vouloir de l'excitation et de la passion, mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de la stabilité. Ce que nous avions. Je l'ai regardé, croyant à peine ce que j'entendais. Alors, maintenant que ton petit ami promoteur fait faillite, tu veux revenir? Je ne demande pas à revenir. Je sais que j'ai tout gâché. Mais peut-être que nous pourrions parler de réconciliation. Recommencer doucement. L'audace était à couper le souffle. Elle avait détruit notre mariage pour un homme qui échouait maintenant, et elle pensait pouvoir revenir comme si de rien n'était. Non, Jen. Dan, s'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du mal, mais nous avons eu 23 ans ensemble. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose, ai-je dit en me levant. Au passé. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Je suis sorti, la laissant assise là. En m'éloignant de ce café, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Quoi qu'il arrive ensuite, cela n'impliquerait pas de regarder en arrière. La vente aux enchères des pièces fin août a dépassé toutes les attentes. Les enchères ont été féroces, avec des collectionneurs du monde entier en compétition. Mes 4 pièces ont rapporté 1,4 million de dollars, bien plus que les estimations prudentes de Léo. Combiné au règlement du musée, j'étais assis sur 2,6 millions de dollars. Mais la vraie surprise est venue une semaine après la vente, lorsque Léo m'a convoqué dans son bureau avec une nouvelle inattendue. Dan, notre équipe juridique a examiné votre cas plus en détail. Compte tenu des circonstances que vous étiez le découvreur innocent, que vous avez pleinement coopéré avec les autorités, et que les pièces n'ont été récupérées que grâce à votre découverte, il recommande que le musée de Charleston vous verse une indemnité de découverte supplémentaire au-delà de la compensation standard. De combien parlons-nous? 300 000 $ de plus. Ils appellent ça un bonus de récupération pour éviter de créer un précédent, mais c'est essentiellement reconnaître que sans vous, ces pièces seraient restées enterrées pour toujours. 300 000 $ de plus. J'ai signé les papiers dans un état second. Avec près de 3 millions de dollars en poche, je pouvais me permettre de tout faire. Je pouvais voyager, créer une entreprise, investir et vivre des rendements. Les possibilités étaient à la fois exaltantes et écrasantes. Mais d'abord, j'avais une dernière affaire à régler à Greenville. J'avais pensé au fonds de conservation qui gérait la forêt nationale de Pisgah, où j'avais trouvé les pièces. Adams et Burns avaient déjà fait don de la parcelle de 16 hectares comme promis, mais je voulais en faire plus. J'ai contacté la directrice du fonds, Margaret Holloway, et j'ai organisé une réunion. Monsieur Harrison, le don de terrain d'Adams et Burns a été incroyablement généreux, a déclaré Margaret lorsque nous nous sommes rencontrés à son bureau. Il sécurise un corridor essentiel pour la migration de la faune. J'aimerais faire un don supplémentaire, ai-je dit. 500 000 $, sans restriction, pour soutenir votre travail de conservation. Les yeux de Margaret se sont écarquillés. C'est extraordinaire. En êtes-vous sûr? J'ai trouvé quelque chose de précieux sur un terrain que vous protégez. C'est la bonne chose à faire. Le don a fait la une des journaux à Greenville. Les journaux locaux ont publié des articles sur le directeur de pharmacie devenu philanthrope. J'ai ignoré la plupart de l'attention, mais un appel que je ne pouvais pas éviter est venu de Jen. Dan, j'ai vu l'article, a-t-elle dit quand j'ai répondu. 500 000 $ à un fonds de conservation? C'est insensé. C'est mon argent, Jen. Je peux en faire ce que je veux. On aurait pu utiliser cet argent. Les frais de scolarité des garçons. Les garçons vont bien,
ai-je interrompu. J'ai créé un fonds en fiducie pour eux deux. Leurs études sont couvertes, plus une somme substantielle pour quand ils seront diplômés. Ils sont à l'abri. Silence. Puis, Kyle m'a quitté. Son entreprise a fait faillite. Je vis dans un appartement en location et je travaille à temps partiel dans une boutique. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la sympathie, de la revanche, n'importe quoi. Mais je ne ressentais que du détachement. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu t'en sors très bien pendant que ma vie s'effondre. Jen, je n'ai pas causé l'effondrement de ta vie. Tu as fait des choix. Ils ont eu des conséquences. Alors c'est tout? Tu vas juste passer à autre chose et me laisser derrière? Oui, ai-je dit simplement. C'est exactement ce que je vais faire. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Toute culpabilité que j'avais pu porter s'est dissoute. Jen avait choisi son chemin. J'avais choisi le mien. Quelques jours plus tard, je prenais un café avec Vicky quand elle a mentionné quelque chose qui a attiré mon attention. Je dois avouer quelque chose, a-t-elle dit, l'air inhabituellement incertain. Quand Léo et moi vous avons mis en contact avec notre cabinet, j'ai fait quelques recherches sur vous. J'ai découvert l'existence de Kyle Anderson. D'accord. Lui et moi étions partenaires en affaires il y a 5 ans. Il a détourné près de 2 millions de dollars de nos projets immobiliers communs et a détruit ma réputation professionnelle. Il m'a fallu des années pour reconstruire. Elle a fait une pause. Quand j'ai réalisé que votre femme vous avait quitté pour lui, j'ai vu une opportunité. Je l'ai regardé fixement. Vous m'avez utilisé pour l'atteindre. Au départ, oui. Je voulais suivre ses activités, peut-être trouver un levier. Mais ensuite, j'ai appris à vous connaître et tout a changé. Vous n'étiez plus un moyen pour parvenir à une fin. Vous étiez. Vous. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je vous dis ça parce que vous méritez l'honnêteté. Si vous voulez que je sorte de votre vie, je comprendrai. Je me suis adossé, digérant l'information. Une partie de moi se sentait manipulée, mais une autre partie comprenait. M'avez-vous aidé à cause de lui, ou parce que vous vouliez m'aider, moi? Les deux au début. Mais maintenant, c'est juste vous. Entièrement vous. Je l'ai cru. Plus important encore, je me fichais de ses motivations initiales. Elle avait été là quand j'avais besoin de quelqu'un, et son soutien avait été sincère, peu importe comment cela avait commencé. Tout va bien entre nous, ai-je dit. Son soulagement était visible. Merci. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai acheté une Corvette Z06, bleu métallisé, impeccable, le genre de voiture que je n'aurais jamais imaginé posséder. Ce n'était ni pratique ni sensé. C'était de la pure indulgence, et ça semblait parfait. 3 mois plus tard, je me suis retrouvé à Greenville pour les vacances d'automne de Léo et Noah. Nous nous sommes retrouvés dans un steakhouse du centre-ville, tous deux rentrés de Duc pour un long week-end. Il m'avait soutenu tout au long, prenant régulièrement de mes nouvelles, ne me pressant jamais d'expliquer plus que ce que j'étais prêt à partager. « Papa, tu as l'air différent », a dit Léo alors que nous attendions notre repas. « Je ne parle pas des vêtements ou de la voiture. Tu sembles juste plus léger, en quelque sorte. » Je me sens plus léger, ai-je admis, comme si j'avais enfin compris qui je suis sans me définir par les attentes des autres. Noah a souri. « Et tu sors avec cette dame de la maison de vente, Vicky? » On se voit, oui. Rien d'officiel, mais on aime passer du temps ensemble. Bien, a dit Léo fermement. Tu mérites d'être heureux. Nous avons parlé de leurs cours, de leurs projets après l'obtention de leur diplôme, de leur vie qui se déroulait avec toutes les possibilités que la mienne avait eues autrefois. Ils m'ont demandé mes projets et je leur ai dit que j'envisageais de créer une entreprise de conseil pour les petites pharmacies, en utilisant mon expérience pour aider les propriétaires indépendants à naviguer dans l'industrie. Ça te correspondrait parfaitement, a dit Noah. Tu as toujours aimé aider les gens. Après le dîner, alors que nous nous dirigions vers nos voitures, Léo m'a arrêté. Papa, je dois te dire quelque chose. Ce que maman a fait, la façon dont elle t'a traité, c'était mal. Noah et moi lui avons à peine parlé depuis le divorce. Elle a fait son choix, et nous aussi. Vous n'avez pas à choisir de camp, ai-je dit. C'est toujours votre mère. Elle l'est, a convenu Léo. Mais tu es notre père,
et tu nous as montré ce qu'est l'intégrité. C'est ce qui compte le plus. En retournant à New York dans ma Corvette, j'ai pensé au chemin que j'avais parcouru. 1 an auparavant, j'étais assis à une table de cuisine, à regarder des papiers de divorce, avec le sentiment que ma vie était finie. Maintenant, j'étais financièrement en sécurité, professionnellement indépendant et personnellement satisfait d'une manière que je n'avais jamais connue pendant mon mariage. La semaine suivante, j'ai eu une opportunité que je n'aurais pas pu imaginer des mois plus tôt. Jen a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, me prenant au dépourvu. « Dan, s'il te plaît, ne raccroche pas, dit-elle rapidement. J'ai besoin d'aide. Je vais être expulsée de mon appartement. Je n'ai nulle part où aller. Pourrais-tu me prêter? Non. S'il te plaît. Je suis désespéré. J'ai fait des erreurs, mais nous avons eu 23 ans ensemble. Ça doit bien compter pour quelque chose. J'ai pris une profonde inspiration, choisissant mes mots avec soin. Ces 23 ans ont compté pour quelque chose, Jen. Ils m'ont appris ce que je ne veux pas dans ma vie. Tu as choisi Kyle plutôt que notre mariage. Tu as choisi l'excitation plutôt que la stabilité. Maintenant, tu dois vivre avec ces choix. Alors, tu vas juste me laisser devenir sans abri? Tu ne seras pas sans abri. Tu as de la famille. Tu as des amis. Tu as des options. Je n'en suis juste plus une. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué le nouveau numéro. Vicky, qui préparait le dîner dans la cuisine, a levé les yeux d'un air interrogateur. Jen, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Jen. Elle a hoché la tête à son tour et est retournée à la cuisine. Pas de jugement, pas de commentaire, juste de l'acceptation. C'était ce dont j'avais besoin depuis le début. Quelqu'un qui comprenait qu'avancer signifiait parfois laisser des gens derrière soi. Plus tard ce mois-là, j'ai ramené ma Corvette à Greenville une dernière fois. Je suis passé devant la pharmacie Sullivan's, devant la maison que j'avais vendue, devant tous les points de repère de mon ancienne vie. Puis je me suis garé près du café et j'ai attendu. Jen est apparue 15 minutes plus tard, marchant avec quelqu'un que j'ai reconnu comme l'une de ses amies. Elle avait l'air fatiguée et usée, portant des sacs de magasin à bas prix. Quand elle a vu ma voiture, elle s'est arrêtée, le regard fixe. J'ai baissé la vitre. « Bonjour, Jen. » Elle s'est approchée lentement. « Dan. C'est une sacrée voiture. » En effet. Je vais bien. Les garçons vont bien. Tout s'est arrangé. Elle a regardé la Corvette, puis moi, et quelque chose a changé dans son expression. Une prise de conscience, peut-être. Ou du regret. Je suis contente que tu sois heureux. Je le suis. Sincèrement. J'ai sorti les papiers de divorce signés de ma console. J'en avais gardé une copie pour ce moment précis. En fait, je veux te remercier. Pour m'avoir tendu ça. Tu m'as libéré pour devenir quelqu'un que je n'aurais jamais pu être dans notre mariage. Je les lui ai tendus. Elle les a pris avec des mains tremblantes. Alors, quel est ton plan maintenant, ma chérie, ai-je demandé en passant la première. Elle n'avait pas de réponse. J'ai démarré, la regardant diminuer dans mon rétroviseur. L'homme qui avait signé ses papiers dans le désespoir avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, de plus âgé, enfin, de vraiment libre. New York m'attendait, et avec elle, un avenir que je construirais entièrement selon mes propres termes.